Il est là ? Ah ben oui, il est là. Tu as un micro, c'est bon. Et les comédiens vont nous rejoindre. Là, je ne voyais pas les micros. Merci Hervé. La première question que j'ai envie de poser à Stéphanie, au metteur en scène, c'est en quelle disposition est Molière au moment où il écrit Amphitryon ? Mais c'est une très bonne question parce que, en effet, ça compte beaucoup, je pense, dans l'inspiration qu'il a pu avoir au moment de l'écriture de cette pièce. Il était malade, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent ses biographes. Il était malade à l'automne 1668, ça se passe en 1668, et il venait de se faire refuser Tartuffe. C'est-à-dire que Tartuffe avait été censuré par l'Église, par la cabale, la pression de l'Église. Louis XIV part faire des guerres en Flandre. Si je me trompe et qu'il y en a parmi vous qui êtes historien spécialisé, vous m'arrêtez bien sûr. Mais ce que j'ai lu et ce que j'en sais, c'est que donc, Tartuffe vient d'être censuré, interdit. La troupe de l'Illustre Théâtre est dans l'embarras parce qu'elle n'a plus rien à jouer. Molière est très ennuyé par rapport à ses responsabilités de chef de troupe. Et du coup, il est pressé par la situation d'écrire une nouvelle œuvre. Et il se met à rédiger Amphitryon malade. On est à l'automne 1668. Il dépêche d'abord un émissaire pour essayer d'obtenir de Louis XIV, qui est, comme je vous le disais, en guerre en Flandre, pour obtenir une autorisation spéciale. Louis XIV la refuse. Et du coup, il est obligé de trouver de quoi nourrir ses troupes. Et il écrit Amphitryon. En très peu de temps, non ? En 3 mois. Ah oui. Et il écrit en se protégeant complètement comme une sorte de réponse à ses détracteurs qu'il accusait d'être anticlérical et presque athée, presque d'avoir un très mauvais rapport avec Dieu, non seulement avec l'Église, mais avec la foi, d'être presque un iconoclaste. Et il écrit Amphitryon comme une réponse, je trouve, à cette accusation, une profession de foi, un credo, pour exprimer sa véritable relation au ciel et à Dieu. Et il est malade, c'est les prémices de la pneumonie qui l'emportera quelques années plus tard, et il se reclue complètement pour l'écrire, au point qu'on croit qu'il est mort. Mais il y a une rumeur qui circule disant qu'il est mort. Et il y a de la mort dans Amphitryon, il y a une sorte de no man's land, de mystère qui fait qu'on ne sait jamais à quelle puissance il obéit, mais il n'est pas dans le réalisme et dans l'humanisme dans lequel il est d'habitude. Il flirte avec les puissances obscures et invisibles, et on sent qu'il s'interroge sur l'au-delà, sur l'après-lui, c'est une pièce un peu métaphysique quand même, et avec Don Juan, enfin la fin de Don Juan, qui est unique dans l'œuvre de Molière. Voilà pour te répondre. Est-ce que avant que je fasse d'autres questions, il y a peut-être des étudiants qui sont restés, ils sont adorables d'être restés. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui a envie de poser déjà une première question ? Autrement, moi j'en ai 250. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question, un étudiant ou un spectateur abonné ? Ben voilà, c'est parti. Je crois qu'il y a un micro qui va se balader. Voilà. Comme ça, on va ping-ponger entre la salle et... Ping-pongant. Comment les... C'est bien, la voix porte. C'est très très bien. Tu fais du théâtre, toi. Oui. Comment les acteurs font pour se déplacer ? Comment ils savent à quel moment ils doivent se déplacer ? Ça, c'est une très jolie question. Et je regrette qu'ils ne soient pas là pour te répondre, mais ils doivent nous entendre. Écoute, ça s'appelle l'instinct. Tu vois, parce que justement, on a travaillé avec toute cette merveilleuse troupe qui a fait confiance dans ce projet. On a travaillé sur l'idée qu'il n'y avait pas de déplacement. C'est étonnant que tu poses cette question. On ne voulait pas figer. Donc, ils sont libres. En fait, ils ont quelques points de repère. Et tu vois, ils ont changé des places. Moi, ce soir, je n'ai pas reconnu les places de d'habitude. On a fait une lumière assez générale. Ça s'appelle un bain. C'est joli, hein ? Un bain de soleil, un bain de projecteur. Et libre à eux de se bouger à peu près comme ils veulent, sachant que la porte d'Amphitryon est là, que l'entrée du champ de bataille est là, sauf à la dernière
dernière scène où les soldats arrivent, ils arrivent un peu de nulle part, qu'il y a un ciel derrière, et après, c'est eux qui font le ballet. Et c'est leurs impulsions, leurs sensations, leurs sentiments qui les fait bouger. On est parti sur l'idée de la danse. Louis XIV était danseur, la pièce a été écrite pour lui, parce que tu me demandais, Pierre-Olivier, dans quel état était Molière quand il a écrit. J'ai oublié de dire qu'il y avait un contexte historique un peu particulier, puisque Louis XIV venait de tromper Monsieur de Montespan en lui prenant sa femme. Et que c'est un peu aussi pour ça que Molière écrit cette pièce sur la puissance absolue des grands qui ont tout droit, tout pouvoir sur leurs courtisans, et pour rendre une espèce de justice à Louis XIV qui n'en avait pas besoin, en disant que un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore, vous avez entendu la phrase. Donc il a une espèce de droit absolu et de vie et de mort sur ces sujets. Voilà. Et du coup, Louis XIV, c'était un hommage donc à Louis XIV qui protégeait beaucoup Molière à ce moment-là, même si Tartuffe, il avait été obligé de donner un gage à l'Église en l'interdisant. Et Louis XIV dansait. Et la cour de Versailles et toute l'histoire de Versailles était placée sous le signe de la danse, de la légèreté du ballet, comme une sorte de provocation à la dureté de la vie du XVIIe siècle. On dansait, on volait, on était léger. Et voilà, donc on s'est dit dansons. Après, ils dansent. Ils dansent comme ils veulent sur le texte de Molière qui est lui-même très dansant. Mais tu ne peux pas nous faire croire que tu n'as pas dirigé les acteurs. Tu as laissé une certaine liberté. Moi, j'adore la marionnette, mais on ne tire pas des fils. Oui. Je veux dire, ils sont très nourris. On s'est nourris les uns les autres avec des choses de l'intérieur, mais ils sont libres. Et c'est une pièce sur la liberté, c'est une pièce sur l'imprévu. Donc, c'était pas possible de prévoir des choses, puisque on laissait justement toute possibilité à n'importe quoi d'être. Moi, je leur ai dit, même si vous savez plus ce que vous devez dire, si vous savez plus où aller, c'est là que vous êtes dans le vrai, puisque on est dans une sorte de surprise et d'improvisation perpétuelle, puisque rien de ce qu'on a prévu n'arrive comme on l'a prévu. Amphitryon rentre chez lui pour voir sa femme, paf, il tombe sur une porte close, sur une histoire abracadabrante où on lui raconte qu'il est venu la nuit. Sosie entre pour exécuter sa mission auprès d'Alcmène et il se retrouve devant lui. Donc on est constamment pris par surprise, et la pièce raconte qu'on ne peut s'attendre à rien et que tout ce qu'on fait comme prédiction ou comme plan dans la vie est court-circuité par le hasard et par des espèces d'étonnants phénomènes qui échappent au pouvoir et à la volonté des hommes. Donc, voilà, on est dans cette... C'est un comique de quiproquo, en fait. C'est une comédie de quiproquo. Oui, bien sûr, il y a le quiproquo. Mais plus que ça, c'est une pièce sur la stupéfaction, sur l'accident, sur le fait qu'on n'est jamais sûr de rien et c'est une pièce très humble, très humble. C'est-à-dire qu'elle nous raconte qu'on ne peut rien. L'homme n'est pas en mesure de prédire sa destinée et de savoir ce qui va lui arriver au coin de la rue, et qu'on est soumis aux lois d'on ne sait pas quoi, de ces puissances supérieures qui nous gouvernent. Alors si ce n'est pas un acte de foi, de croire que quelque chose nous domine et nous entraîne au-delà de nous-mêmes, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve, une des premières pièces existentielles du répertoire du théâtre, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est très important, qu'on trouve chez Molière, mais seulement dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas de morale. Il y a une liberté totale. Ça, c'est vrai aussi. Alors, c'est vraiment la pièce de la liberté. C'est sous le signe de la liberté qu'on l'a voulu. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est pas l'avare, voilà. Et puis même ce que fait Jupiter, c'est... Personne ne peut juger si c'est bien ou si c'est mal, puisque c'est dicté par une seule pulsion qui est celle de l'amour. Et l'amour est un sentiment positif, puisque créateur. Donc, après, on a imposé une morale à l'amour, une sanction, un manichéisme un peu judéo-chrétien, mais en soi, l'amour est une pulsion. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les bêtes pour s'en assurer. Dans la nature, l'amour n'est pas soumis à un clivage moral qui en définit les bons et les mauvais côtés. Il est, et puis c'est tout, on s'accommode de ça. C'est comme ça que
et d'ailleurs, c'est une philosophie très propre à l'Antiquité. Chez Ovide, dans les Métamorphoses, tout ça, on a cette espèce de flux continu qui fait que les choses se transforment les unes après les autres, et puis on les sépare pas en deux camps, on laisse aller. C'est plus vivant. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une deuxième question du public? Ah ben voilà, le micro arrive. Bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite pour la pièce qui nous a été présentée, qui est tout à fait remarquable au niveau de la liberté telle que vous l'avez exprimée. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans tout cela, je dirais, c'est la gestuelle des acteurs. En particulier, quand je vois Sosie au tout début, à la limite presque, s'il ne parle pas, à travers tous les gestes qu'il fait, on va deviner, je dirais presque, ce qu'il pense. Et je trouve que dans cette pièce, même dans la suite, bien entendu, c'est la danse, d'accord, mais la gestuelle a une telle importance qu'elle domine presque les paroles qui sont prononcées à certains moments. Et donc, moi, ça m'a beaucoup frappé par rapport à d'autres pièces de Molière dont vous avez parlé, où ça n'existe pas, à mes yeux, pas du tout de la même façon. Et là, je dois dire que, à la limite, finalement, j'ai du mal à comprendre pourquoi une pièce comme Amphitryon est jouée aussi rarement et aussi peu connue, finalement. Parce que quand on parle de Molière, on ne parle pas d'Amphitryon. Hein, on parle de tas d'autres pièces. Il faut vraiment être, pas spécialiste, mais chercher pour aller trouver Amphitryon. Et là, je crois que d'être venu présenter Amphitryon à Chaville, c'est une très bonne chose. Alors, votre question? Et non, ma question est la suivante, c'est à travers toute cette gestuelle, oui. comment les acteurs ont-ils en quelque sorte appris en quelque sorte toute cette gestuelle? Alors, Stéphanie. Alors, d'abord, je vais vous dire un truc, moi aussi, ça m'a étonné ce soir. Alors, vous voyez, hein, je rends hommage en cela à la véritable créativité des comédiens, parce que ils sont surprenants. Ça faisait un mois que j'avais pas vu le spectacle, ils l'ont joué, on est en tournée, ils sont en tournée en ce moment, donc ils le jouent à droite à gauche. Et moi, ce soir, j'ai été comme vous. Hein. Alors, on peut dire que ça s'appelle pas la mise en scène, ça s'appelle l'habitation d'un acteur par son rôle. Et en effet, il y a de la pantomime, beaucoup. Moi, je n'ai pas arrêté de penser à ce mot pendant le spectacle. Il y a de la pantomime, il y a de la marionnette. Et ça, c'est quand on arrive à ce naturel-là, parce que c'est quelque chose, c'est la grâce, c'est quand on est vraiment habité par son rôle. Et ils ont fait un merveilleux travail d'incubation, là, tous. Molière s'est écrit le rôle de Sosie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est, pour moi, un des rôles les plus spontanés, sincères et instinctifs qui existent. Et Nicolas l'a complètement absorbé. Voilà. Mais et le talent de Molière est de rendre aussi, de créer une adéquation entre le corps et le verbe. Le verbe se fait chair, hein, on est là-dedans encore. Mais c'est-à-dire, il n'y a rien de trop, pas un mot de trop. Et quand on laisse venir le mot, parce que c'était ça notre travail, voilà le secret, c'est qu'on ne bougeait pas. Et puis on parlait, hein, c'est vrai, on parlait et on disait les mots, vous disiez les mots en répétition. Et puis ils ont bougé tard, et puis ils ont laissé le texte les traverser. Et ça donne ça. Parce que le verbe de Molière est tellement puissant que quand on le laisse vous traverser, ça vient naturellement, ça vit, quoi. C'est une deuxième peau, une deuxième vie. Après, vous avez parlé de votre étonnement sur le fait qu'Amphitryon soit joué rarement. Mais c'est en effet une pièce un peu, tu disais existentielle, oui, métaphysique aussi. Et on a un peu peur de ça en ce moment. On est tellement dans le réalisme. Alors que c'est beau de savoir que les dieux sont là. Voilà, peut-être c'est une réponse. Est-ce que je voulais avoir un peu le sentiment des... Alors, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais les parents sont venus les chercher. Hein. Merci beaucoup. Merci.
est-ce qu'on peut parler, poser une question aux comédiens? Comment, parce que Stéphanie parlait de liberté de mise en scène évidemment, mais d'un laisser être, d'un laisser jouer pendant les répétitions et donc pendant la représentation. Qu'est-ce que ça fait de se sentir très libre? Alors, qu'est-ce que ça fait? Pour moi, c'est miraculeux que Stéphanie m'ait dit voilà, tu fais ce que tu veux. Parce que moi, en fait, je n'ai pas créé le rôle. C'est Christelle Reboul qui a créé le rôle. Et donc, je suis arrivée pour la tournée. Donc, tous mes petits camarades avaient joué depuis une centaine de fois. Et Stéphanie m'a dit voilà, le rôle, c'est pour toi. Tu en fais exactement ce que tu veux. Et c'était formidable pour moi. Parce que... Comme c'est filmé, est-ce que c'est pas angoissant quand même? Si, c'est très très angoissant. C'est très angoissant, mais en même temps, tous les soirs, je me dis, vas-y, lance-toi. À la fois dans la nuit et avec Léantis, tu te lances. Elle sera comme ça ce soir, et elle sera pas comme ça dans une semaine ailleurs. Et c'est très angoissant, mais c'est terriblement excitant. Voilà. Nicolas ? Bonsoir. Je pense que c'est une aventure assez exceptionnelle qu'on a vécue avec ce spectacle. D'abord parce qu'il y a une ambiance entre nous qui est absolument formidable. Et je dis ça, et c'est, à ce point-là, c'est rare. Et je pense qu'il y a eu une rencontre avec ce texte qui nous a un peu, on est un peu, ça nous a un peu échappé aussi, si j'ose dire. On a été pris par Stéphanie ne parle pas de mise en scène, mais c'est quand même elle qui a insufflé un esprit, si j'ose dire, avec ce texte. Il faut savoir quand même que la pièce, à l'époque de Molière, on ne le sait pas assez, c'est peut-être c'est une des pièces qui a le mieux marché. Je le dis souvent parce qu'elle elle est juste après l'échec de Tartuffe. Et Molière était vraiment à l'agonie, enfin il était très très mal, et il a même été envoyé quelqu'un supplier le roi de pouvoir faire jouer Tartuffe, et puis ça, comme le roi était à la guerre, ça n'a pas été possible. Mais la pièce a été un miracle. C'est la pièce de Molière véritablement qui a le mieux marché à l'époque, parce que pour la première fois, il y avait des machines, des dieux, des choses, mais pas seulement. Je pense que les vers libres ont été assez révolutionnaires à l'époque. Alors c'est quoi les vers libres? Alors les vers libres, c'est 12, 10, 8 et 7 pieds. Parfois il y a 12, parfois il y a 10, parfois il y a 8, parfois il y a 7. C'est ce qu'on appelle les vers libres. On a fait des coupes assez... on a essayé de les respecter le plus précisément possible. Et si on suit le texte, cette partition qui est quand même très précise, on arrive presque... et ça a été un peu le miracle, enfin le bonheur de ce travail. En suivant vraiment le texte, on arrive presque à trouver en soi chacun une interprétation, si j'ose dire. C'est-à-dire tout est dans le texte. Et voilà, puis on s'est vraiment beaucoup amusé. On avait, je crois, presque tous très envie de jouer ensemble. Et voilà. Comment s'est passée la distribution? Comme la non mise en scène, c'est-à-dire non, mais je dis toujours, il y avait cette complicité qu'on a avec Nicolas, je peux dire ça, hein. On a travaillé quelques fois ensemble, et puis Sosie, c'était évident, c'était pour lui. Voilà, moi je voulais faire Amphitryon, mais je voulais pas le faire sans Sosie, Nicolas. Puis il y avait un autre frère dont je voulais pas, que je pouvais pas imaginer absent de cette histoire, c'est Anthony Cochin, qui joue Argati Fontidas à la fin. Je n'embarrasse ce point là-dedans ma pensée, le soldat un peu matamor, et qui est aussi responsable de toute l'enveloppe du spectacle, qui joue le cheval au début aussi, vous l'avez reconnu. Bref, c'était deux frères de planche, deux frères de voyage, de théâtre, et je leur ai dit, voilà, avec vous, et on y va. Et puis, j'ai dit à Nicolas, et tu choisis qui tu veux, à qui tu penses, et c'est lui qui a coopté, qui est allé chercher Jean-Paul, qui est allé chercher Benjamin,
Odile, elle est apparue toute seule. Et puis Anthony voilà, Benjamin est allé chercher Yanis. Et puis Sophie est apparue aussi à la fin. Et avant, c'était la femme de Nicolas qui jouait le rôle de Cléantis. C'était une famille, ça s'est fait tout seul. Et chacun est allé chercher son double. C'est ça qui est drôle. Et puis il y a Guillaume qui nous a été aussi envoyé des cieux par Nicolas Briançon, qui nous a aidés avec le Festival d'Angers. Il faut dire aussi qui nous a aidés au début, la ville de Versailles, François de Mazières, Nicolas Briançon, le Festival d'Angers, puis le Théâtre de Poche. Puis voilà, il y a eu des espèces de bons anges autour de nous, mais il y a eu des espèces de nominations comme ça, de cooptation complice et familiale. Et c'est comme ça que s'est fait monter la distribution. Je voudrais poser une question à Alkmen, Odile. Oui. Même question un peu qu'aux camarades. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une grande liberté comme ça? Même je sais, nous savons qu'il y a une très grande direction d'acteurs, que c'est très précis. Mais si. Voilà. Il faut quand même dire que c'est très précis aussi. Mais qu'est-ce que ça fait quand on te dit, ben voilà, tu te sens libre, vas-y. Il n'y a rien de pire. C'est ça, hein. C'est d'une exigence extrême, ça exige une présence totale. Il y a une concentration terrible. Totale, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la liberté, il n'y a rien de plus exigeant que la liberté, finalement. Ben oui, c'est ça. Et Jean-Paul, le fait de se retrouver face à soi, face à son autre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Mais en dehors de ça, non, mais c'est très troublant. On va parler après du sozisme, de la duplicité, qu'est-ce que ça fait, enfin, c'est drôle, c'est très effrayant, ça. Ah bah oui, c'est un film d'horreur, oui, c'est soi-même, on se voit soi-même, oui. C'est schizophrénique, oui. Mais en plus, il est cocu, alors ça fait beaucoup. Par lui-même, alors il comprend rien. Est-ce qu'on peut revenir sur parce maintenant le mot sosie est lié, je crois, à Molière, non? Quand on dit c'est un sosie, oui, j'ai pas sûr. Pas fait des recherches là-dessus, mais non, parce qu'il y avait les sosies de Rotrou qui avaient été créés 30 ans avant, ouais. Oui, donc vrai. Je crois que en fait sosie, ça existait avant, mais peut-être que c'est vrai que c'est le nom de ce personnage qui est passé dans le domaine courant après, qui est devenu un nom commun. Donc c'est une pièce sur le dédoublement de personnalité. Oui. Alors? Mais enfin, Plaute était là avant aussi, dans les 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit le premier Amphitryon, quand même. C'est quoi la question? Ben, je trouve que c'est une des premières pièces. Alors, il y a Plaute, mais moi, j'ai pas lu Plaute. C'est une des premières pièces qui parle, en fait, de la quête de l'identité et de la personnalité. Oui. Donc voilà, cette identité, on a face à soi qui n'est pas soi, et je trouve que c'est très troublant et très moderne, le fait que tout d'un coup on parle du double. Oui, double de soi. Oui, ça existe depuis toujours, hein, je crois. On trouverait dans la mythologie des tas d'exemples, mais je les ai pas en tête comme ça. Mais en effet, c'est quelque chose qui a été récupéré après par la psychanalyse, la schizophrénie, le 19e siècle. Musset on a fait aussi tout son fonds de commerce avec le dédoublement, etc. Mais oui, il y a ça. Il y a le fait qu'on, en effet, le reflet, le double. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses dans la mythologie qui sont... Enfin, c'est quand même les métamorphoses aussi. C'est Amphitryon, ça vient de l'Antiquité, puis Ovide l'a repris après, etc. Non, il y a autre chose, mais tu vas peut-être en parler. Vas-y. C'est le côté... Alors, tu as raison sur le fait que on peut dire le mot moderne, enfin on peut le dire de tout, hein, mais tout a existé depuis la nuit des temps. Mais Molière le rend populaire, le rend accessible au grand public. Ouais, puis surtout c'est sur lui-même qui s'interroge là-dessus. Voilà. Molière face à lui-même, parce qu'il y a quelque chose moi, je trouve, on se l'est beaucoup dit ça pendant les répétitions. On a beaucoup évoqué le film d'Ariane Mnouchkine aussi. On est tous de la génération du Molière de Mnouchkine. On a à peu près tous les mêmes âges. Et on a beaucoup adoré ce film. Je crois qu'il a compté dans nos choix à chacun. Et beaucoup, on s'est engagé dans cette esthétique-là. Elle nous parlait bien. Et si je dis ça, c'est parce que dans le film de Molière, il y a une humanité extraordinaire rendue par Philippe Cobert, et que dans le Amphitryon, il y a cette espèce presque de peur de soi de Molière, ou d'interrogation sur soi.
le soi auteur, le soi acteur, le soi légende, comme si déjà il se projetait dans la légende, le soi présent quand il n'est plus question de soi. Ça, c'est le rôle magnifique de Sosie en creux, dans l'absence. C'est-à-dire, c'est quand même un rôle extraordinaire, puisque 50% du rôle, il ne parle pas. C'est génial quand même que Molière se soit donné un rôle non parlant. Alors il est là, il regarde, alors c'est le metteur en scène peut-être aussi. Il est tout, il est tout à la fois. Oui, il regarde, il pense, il devait peut-être réécrire des morceaux de la pièce tout en regardant ses camarades jouer sur la scène. Enfin, c'est une mise en abîme extraordinaire. C'est une pièce sur le théâtre. Ah ouais, complètement. C'est un hommage au théâtre total, du théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre. On va revenir au public. Est-ce qu'il y a une dernière question du public voilà, peut-être sur le décor ou les costumes? Je ne vous indique pas vraiment la question, mais je vous la dis. Ou non, sur autre chose. Oui, parce que moi, j'en ai plein encore. Non, une dernière question des spectateurs? Alors, oui. Moi, personnellement, je viens au théâtre pour voir le jeu des acteurs. C'est ça qui me passionne. Parce que, même dans d'autres pièces, j'ai fait l'expérience suivante. On parle d'une pièce, mettons, je vais la voir à la 50e, je vois la pièce, et puis je laisse passer, et je vais revoir la pièce, mettons, à la 200e. Mais c'est un gros succès, là. Et donc, absolument, absolument. Non, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je remarque qu'à la 200e, le jeu des acteurs a été infléchi, modifié. Et je suis persuadé que Sosie, si je reviens le voir dans 15 jours, il va avoir probablement une gestuelle différente de celle d'aujourd'hui. Et personnellement, c'est ça que je trouve passionnant au niveau du jeu des acteurs, les uns par rapport aux autres. Ben oui, c'est l'art vivant, c'est l'art du spectacle. Moi, merci monsieur. C'est la grande différence avec le cinéma, évidemment. Moi, je voudrais qu'on parle parce qu'on n'en a pas parlé, alors que c'est magnifique, le travail que tu as fait, que vous avez fait sur les toiles, la conception du décor. C'est le moment où on peut rendre hommage à Chaville et à l'Atrium. Car voilà. Ce ciel... Je te le préparais. Merci, pour Hervé, notamment, et pour toute l'équipe de l'Atrium qui a reçu les 80 mètres carrés. On a calculé 80 mètres carrés de toiles de ciel qui sont derrière vous, qui ont été peints par Marguerite Danguy des Déserts sur ce plateau. Vous pouvez même voir des petites traces dans le noir de ciel encore. Oui. C'est-à-dire cet été, elle est venue avec ses pots de peinture et gentiment, Hervé me dit qu'elle a accueilli son travail avec Anthony. Ils ont peint ce ciel parce qu'au théâtre de Poche, il y a 2 mètres de hauteur sous plafond, donc la toile était quand même comme un timbre-poste à côté de celle-là. Et il a fallu en peindre des couches pendant cet été. Donc ça a été fait ici, vous voyez, comme quoi l'Atrium et l'été vit et crée des belles choses, des voiles pour la course du Rhum. Et ça pourrait... Je vais terminer par... je sais que dans ta famille, je crois qu'il y a quelqu'un qui est critique de théâtre. Et j'ai repéré, mais tu dois la connaître, la critique de Charles Robinet, qui est une des premières critiques de Amphitryon. L'aimable enjouement du comique et les beautés de l'héroïque, les intrigues des passions, et bref, des décorations, avec des machines volantes, plus que des astres éclatantes, font un spectacle si charmant que je ne doute nullement que l'on y court en foule extrême, bien par-delà la mi-carême. Tu connaissais ? Charles Robinet, c'est là une des premières critiques d'Amphitryon. Je vous remercie. Mais voilà, je trouvais ça incroyable que cette critique donne envie, vraiment envie d'y aller. Et c'est très étonnant comme les critiques étaient beaucoup plus poétiques et élogieuses à l'époque. Mais là où tu as raison de souligner cette critique, c'est que c'est une des premières pièces à machine. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on sentait qu'ils s'amusaient avec les poulies et les choses. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a reconstitué les jeux de poulies. Il faudrait que vous veniez tous faire un petit tour derrière dans les coulisses parce qu'Anthony, justement, a inventé avec la nuit un jeu de poulies
avec 5 petites poulies qui manipulent comme ça quand Mercure monte ou descend le ciel. Et c'est un hommage aux pièces à machine de Molière. Le décor, les régisseurs d'ici, on a bien ri le jour où on a remballé le décor, il tient dans une voiture. Alors, ça les a fait rire parce que Arthur, qui est le directeur technique de l'Atrium, nous a dit qu'à Berlin, à la Schönbühne où il était juste avant, ils avaient parfois 6 camions citernes pour ranger les décors. Et nous, on a mis le nôtre en pliant. Alors, ça met du temps à plier, mais dans une voiture. Et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, des toiles, et puis on montait, on descendait. On rejoint le théâtre de Tréteau de Molière, le théâtre, l'illustre théâtre qui s'est baladé. Je vais terminer par d'abord vous remercier infiniment. Merci Hervé d'avoir accueilli. Merci. Et je terminer par une petite promotion pour l'Atrium. Mercredi prochain, nous revenons aux origines des rencontres de l'atelier. À une époque, il y a 2 ans, mais on le fait de temps en temps, les rencontres de l'atelier n'étaient pas après les spectacles, c'était indépendamment du spectacle. Et là, Hervé Meudic nous a proposé de faire une soirée Marguerite Duras spéciale, et 2 jours plus tard, il y aura la menthe anglaise. Donc mercredi, si vous êtes libre, l'entrée est libre d'ailleurs, nous serons tous sur le plateau avec une universitaire spécialiste de Marguerite Duras, une amie à nous qui est Claude Mathieu, qui est sociétaire de la Comédie Française et qui a joué du Duras et qui nous parlera de Duras interprète. Et puis vous poserez des questions et nous poserons des questions sur Marguerite Duras et sur cette pièce géniale, je l'ai encore relue ce matin, La menthe anglaise. Donc vous êtes les bienvenus mercredi soir à 8h30 je crois, sur le théâtre, sur le plateau, pour parler de Marguerite Duras. Voilà. Merci de nous faire confiance, merci d'être venus, et à mercredi. Et merci à toi.